Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Titou, dans le département de Bambey, région de Diourbel, Sénégal. Sa famille est d'origine aristocratique wolof réfo-nécessaire. À l'âge de 23 ans, il part pour Paris afin d'étudier la physique réfo-nécessaire et la chimie réfo-nécessaire, mais se tourne aussi vers l'histoire et les sciences sociales. Il suit en particulier les cours de Gaston Bachelard et de Frédéric Joliot-Curien. Il adopte un point de vue spécifiquement noir africain face à la vision de certains auteurs de l'époque selon laquelle les Africains sont des peuples sans passé. En 1951, Diop prépare sous la direction de Marcel Griol réfo-nécessaire une thèse de doctorat à l'Université de Paris, dans laquelle il affirme que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs d'eux et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Il ne parvient pas dans un premier temps à réunir un jury, mais d'après Dwayne Nonsoa, sa thèse rencontre un grand écho sous la forme d'un livre, Nation nègre et culture, publié en 1954. Il obtiendra finalement son doctorat en 1960. Diop met à profit sa formation pluridisciplinaire pour combiner plusieurs méthodes d'approche. Carrière universitaire. Lorsqu'il obtient son doctorat ès-lettres en 1964, il revient au Sénégal enseigner comme maître de conférence à l'université de Dakar, depuis rebaptisée Université Cheikh Anta Diop U45. Il y obtiendra en 1981 le titre de professeur. Il faut souligner qu'il fut un homme de bibliothèque et non de terrain. En dehors des datations au radiocarbone dont il n'est pas l'inventeur qu'il pratiquait dans son laboratoire de l'IFAN à Dakar, fondé à l'instigation de Théodore Monod, il ne manipulait pas les outils du préhistorien ou du paléontologiste fouille archéologique par exemple et n'est, à ce titre, l'auteur d'aucune découverte originale. Toute sa réflexion s'appuyait sur son interprétation des trouvailles publiées dans la littérature, sur des textes et une iconographie connue de tous réfo-nécessaires. Il y effectue des tests de mélanine sur des échantillons de peau de momies égyptiennes, techniques sans aucune fiabilité scientifique, réfo-nécessaires dont l'interprétation permettrait, selon Diop, de confirmer les récits des auteurs grecs anciens sur la mélanodermie des anciens Égyptiens 6. Dans les années 1970, Diop participe au comité scientifique international qui dirige, dans le cadre de l'UNESCO, l'élaboration de l'histoire générale de l'Afrique GA, un projet éditorial ambitieux qui comptera 8 volumes 7. Pour la rédaction de cet ouvrage, il participe en 1974 au colloque international du Caire, où il confronte les méthodes et résultats de ses recherches avec ceux des principaux spécialistes mondiaux. Sa participation attendue déçoit l'Assemblée, qui notera dans le compte-rendu que l'intervention n'a permis que de mettre en lumière le manque de recherche sérieuse sur l'histoire de l'Afrique. À la suite de ce colloque international, Diop rédige un chapitre sur l'origine des anciens Égyptiens. Égé Mokhtar, professeur à l'université du Caire, rédige le chapitre sur l'Égypte pharaonique. À la suite du chapitre 1, est publié un compte-rendu des débats lors du colloque 8e. Il est précisé que de nombreuses objections ont été faites aux propositions du professeur Diop. Elles révèlent l'étendue d'un désaccord qui est demeuré profond. Si, pour le professeur en sciences sociales Jean Vercouté, l'Égypte était africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser, la communauté scientifique reste néanmoins partagée sur la nature du peuplement de l'Égypte ancienne. Un intellectuel engagé. Par ailleurs, dès 1947, Diop s'est engagé politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique. Jusqu'en 1960, il lutte pour l'indépendance de l'Afrique et du Sénégal et contribue à la politisation de nombreux intellectuels africains en France. Entre 1950 et 1953, il est secrétaire général des étudiants du Rassemblement démocratique africain Ordadi et dénonce très tôt, à travers un article paru dans La Voix de l'Afrique noire, l'Union française, qui, quel que soit l'angle sous lequel on l'envisage, apparaît comme défavorable aux intérêts des Africains. Poursuivant la lutte sur un plan plus culturel, il participe aux différents congrès des artistes et écrivains noirs et en 1960, il publie ce qui va devenir sa plateforme politique, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire 11. Selon Dwayne Nonsoa, Diop sera l'un des principaux instigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal réfo-nécessaire, où il animera l'opposition institutionnelle au régime de Léopold Sédar Senghor, à travers la création de partis politiques, le FNS en 1961, le RND en 1976, d'un journal d'opposition Siggi, renommé par la suite Taxo, et d'un syndicat de paysans. Sa confrontation, au Sénégal, avec le chantre de la négritude serait l'un des épisodes intellectuels et politiques les plus marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique noire. Cheikh Anta Diop meurt dans son sommeil à Dakar, le 7 février 1986. Avec Théophile Obenga et Azante Kutmol, il est considéré comme l'un des inspirateurs du courant épistémologique de l'afrocentricité. En 1966, lors du premier festival mondial des arts nègres de Dakar, Diop a été distingué comme l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur ce siècle XIII. Théorie historiographique. Les livres de Cheikh Anta Diop affirment la primauté civilisationnelle africaine, les Noirs étant la race originelle à l'origine de la genèse de la civilisation égyptienne durant la préhistoire. L'Égypte, berceau de la science et de la philosophie, aurait même colonisé la Grèce 14. Cheikh Anta Diop a rassemblé les résultats de ses travaux dans le dernier ouvrage qu'il ait publié avant son décès, intitulé Civilisation ou barbarie, Anthropologie sans complaisance 15, où il expose sa théorie historiographique, tout en tentant de répondre aux principales critiques que son œuvre a suscitées chez les historiens et ceux qu'il qualifie d'égyptologues de mauvaise foi. Antériorité des civilisations nègres. Selon l'ouvrage de Diop Antériorité des civilisations nègres, vérité historique, l'homme Homo sapiens est apparu sous les latitudes tropicales de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs. Diop pose que les premiers Homo sapiens devaient être probablement de phénotype noir, parce que, selon la règle de Glauger, les êtres vivants originaires des latitudes tropicales sécrètent plus de mélanine dans leur épiderme, afin de se protéger des rayonnements solaires, ce qui leur confère une carnation aux nuances les plus sombres ou les moins claires. Pour lui, pendant des millénaires, il n'y a eu d'hommes sur Terre que des nègres 17, nulle part ailleurs dans le monde qu'en Afrique, où les plus anciens ossements d'hommes modernes découverts ont plus de 150 000 en 18, tandis qu'ailleurs, les plus vieux fossiles humains Proche-Orient ont environ 100 000 ans. L'origine africaine de l'ensemble de l'humanité fait l'unanimité au sein de la communauté scientifique 19-20. Et si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors,
Selon Diop, les plus anciens phénomènes civilisationnels ont dû nécessairement avoir eu lieu sur ce continent 21. Selon Diop, Homo sapiens aurait suivi, dans les premiers temps, la disponibilité naturelle des ressources alimentaires animales et végétales au gré des conjonctures climatiques, en empruntant toujours les voies naturelles de sortie de l'Afrique, Sicile, Italie du Sud, isthme de Suez, détroit de Gibraltar. Selon le site internet hominide.com, les catalyseurs culturels de cette migration consisteraient dans la maîtrise du feu, permettant de vivre dans des contrées tempérées et, selon Diop, l'invention de la navigation, permettant de traverser de vastes étendues aquatiques. L'Égypte comme une civilisation négro-africaine. L'égyptologie afrocentrée est un domaine de recherche initié par Cheikh Diop, où l'on étudie la civilisation de l'Égypte ancienne en partant du postulat qu'elle est une civilisation négro-africaine. En effet, selon Diop, la civilisation égyptienne serait une civilisation nègre et constituerait le berceau des cultures africaines subsahariennes. Diop argumente le bien fondé de sa position essentiellement par une série de considérations relatives à des analogies qu'il établit entre des cultures subsahariennes et celles de l'Égypte antique en termes de couleur de peau, de religion, de proximité linguistique, de système matrimonial, d'organisation sociale, et que, pour lui, les populations africaines subsahariennes auraient comme ancêtres directs les anciens Égyptiens, dont une partie aurait migré vers l'Afrique de l'Ouest notamment. Par ses habitants. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète, votre aide est la bienvenue. Comment faire? Auteur ancien. Diop rapporte que selon Hérodote, Aristote, Strabon et Diodore de Sicile, les Égyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus. La citation précise tirée du livre I, de l'histoire d'Hérodote est la suivante. Selon Cheikh Diop, par l'expression que met, les Égyptiens se seraient désignés dans leur propre langue comme un peuple de nègres. À l'appui de sa thèse, il invoque une graphie insolite de Kem Pointe et montrant un homme et une femme assis, graphie traduite par les Égyptiens, mais que l'égyptologue afrocentrique Alain Ancelin traduit comme une collectivité d'hommes et de femmes noirs. On n'en connaît qu'une seule occurrence, dans un texte littéraire du Moyen Empire. En égyptien ancien, Kumes écrit avec comme racine le mot Kem, noir, dont Diop pense qu'il est à l'origine étymologique de la racine biblique Kam. Pour lui, les traditions juives et arabes placent généralement l'Égypte comme un des pays de noirs. En outre, selon Diop, le morphème Kem a proliféré dans de nombreuses langues négro-africaines où il a conservé le même sens de noir, être noir, notamment dans sa langue maternelle, le Wolof, où Kam signifie noir, charbonné par excès de cuisson, ou en pulaar, où Kambu signifie charbon. Selon la plupart des égyptologues non afrocentristes, si l'Égypte était appelée le pays noir à l'époque pharaonique, c'était en référence à la bande de terre rendue fertile par le limon noir déposé par la crue annuelle du Nil, artère vitale de la civilisation de l'Égypte antique. Il rappelle également que les Égyptiens n'utilisaient pas la couleur noire ou brune pour représenter la couleur de leur peau, qu'ils faisaient parfois pour représenter d'autres peuples qu'eux-mêmes, comme les Nubiens. Tête de mélanine. Selon Cheikh Diop, les procédés égyptiens de momification ne détruisent pas l'épiderme au point de rendre impraticables les différents tests de la mélanine permettant de connaître leur pigmentation nécessaire. Au contraire, eu égard à la fiabilité de tels tests, il s'étonne qu'il n'ait pas été généralisé sur les momies disponibles, sur des échantillons de peau de momies égyptiennes prélevés au laboratoire d'anthropologie physique du Musée de l'Homme à Paris. Cheikh Diop a réalisé des coupes minces, dont l'observation microscopique à la lumière ultraviolette lui fait classer indubitablement les anciens Égyptiens parmi les Noirs. En 2017, les scientifiques sont parvenus à faire parler de l'ADN prélevé sur des momies en Égypte. Ils révèlent des liens étroits avec les habitants du Proche-Orient de l'époque, plus qu'avec ceux de l'Afrique subsaharienne, ce qui confirme les doutes des scientifiques de l'époque sur les thèses et les recherches de Diop. Par sa langue. L'argument linguistique de Diop comporte deux volets 39. D'une part, il essaie de prouver que l'Égyptien ancien n'appartient pas à la famille afroasiatique 40. D'autre part, il tente d'établir positivement la parenté génétique de l'Égyptienne ancienne avec les langues négro-africaines contemporaines 41. Ainsi, d'après Diop et Obinga, les langues négro-africaines contemporaines et l'Égyptien ancien ont un ancêtre linguistique commun, dont la matrice théorique ou ancêtre commun prédialectal aurait été reconstituée par Obinga, qu'il a baptisé négro-égyptien. La langue maternelle de Cheikh Diop est le Wolof et il apprend l'égyptien ancien lors de ses études d'égyptologie, ce qui, selon Diop, lui aurait permis de voir concrètement qu'il y avait des similitudes entre les deux langues 42. Il a donc tenté de vérifier si ces similitudes étaient fortuites, empruntées ou filiales. Diop observe une loi de correspondance entre N en égyptien et L en Wolof. Il observe également que, en présence d'un morphème ayant une structure ND en égyptien, on rencontre généralement un morphème équivalent en Wolof de structure LD. Le spécialiste de la linguistique historique Ferdinand de Saussure a établi que ce type de correspondance régulière n'est presque jamais fortuit en linguistique, et que cela à force de lois phonologiques, dites sound de l'O 43. Pour Diop, la structure consonantique du mot égyptien ND est la même que celle du mot Wolof LD, sachant que souvent les voyelles ne sont pas graphiées en égyptien, même si elles sont prononcées. Cela veut dire, selon lui, que là où l'on note A pour l'égyptien, il est possible de rencontrer une toute autre voyelle dans le morphème Wolof équivalent. Dans ce cas, la correspondance ne serait approximative qu'en apparence, car c'est la phonétisation, la prononciation de l'égyptien selon les règles de prononciation sémitique qui serait erronée, bien entendu. Une telle loi ne se déduit pas de 2 ou 3 exemples, elle suppose l'établissement de séries lexicales exhaustives, ce qu'on ne retrouve pas dans les ouvrages dédiés de Diop 44. La méthodologie de comparaison de Diop est rejetée par des linguistes modernes, comme Russell Chu 45. Par la culture spirituelle. Cosmogonie. Selon Cheikh Diop 46, la comparaison des cosmogonies égyptiennes avec les cosmogonies africaines contemporaines Dogon, Ashanti, Pani, Yoruba 47 montre une similitude radicale qui témoigne selon lui d'une commune parenté culturelle. Il avance une similitude du dieu serpe Dogon et du dieu serpe égyptien, ou encore celle du dieu chacal Dogon incestueux et du dieu chacal égyptien incestueux. L'auteur invoque également les isomorphies Nomo, Amon Ama, de même que la similitude des fêtes des semailles et autres pratiques cultuelles agraires ou cycliques.
Totémisme. Le totem est généralement un animal considéré comme une incarnation de l'ancêtre primordial d'un clan. À ce titre, le dit animal ou parfois un végétal fait l'objet de tabous qui déterminent des attitudes cultuelles spécifiques au clan, qu'on désigne par le terme de totémisme. Selon Diop 48, cette institution et les pratiques cultuelles afférentes sont attestées en Égypte tout comme dans les autres cultures négro-africaines. Selon Diop, les Égyptiens pratiquaient la circoncision dès la période prédynastique, se fondant sur un témoignage d'Hérodote dans The Terp. Il pense que cette institution se serait diffusée aux populations sémitiques depuis l'Égypte. Elle est attestée dans d'autres cultures négro-africaines, notamment chez les Dogons où elle est le pendant de l'excision. Ainsi, pour Diop, circoncision et excision sont des institutions duelles de sexuation sociale. Celles-ci résulteraient des mythes cosmogoniques de l'androgynie originelle de la vie. En particulier de l'humanité, il cite l'exemple de l'androgynie d'Amon-Ra. Par sa sociologie. Royauté sacrée. Selon Joseph Cervello Otuori, la royauté égyptienne emporte une dimension sacerdotale comme ailleurs en Afrique noire, mais, selon Diop, un trait encore plus singulier commun aux souverains traditionnels africains consiste en la mise à mort rituelle du roi. Cette pratique serait attestée, notamment chez les Yoruba, Haoussa, Dagomba, Chamba, Jkon, Igara, Songwai, Chiouk. Selon Diop, les Égyptiens auraient également pratiqué le régicide rituel, qui serait devenu progressivement symbolique, à travers la fête Sed, un rite de revitalisation de la royauté. Matriarcat. Pour Diop, le matriarcat est au fondement de l'organisation sociale négro-africaine, aussi serait-il attesté comme tel en Égypte ancienne, aussi bien à travers le matronymat que par la distribution matrilinéaire des pouvoirs publics. Stratification sociale. Selon Diop, la société égyptienne ancienne était structurée hiérarchiquement de la même façon que les autres sociétés négro-africaines anciennes. Du bas de l'échelle socio-professionnelle en montant, la stratification sociale se composerait de paysans, ouvriers spécialisés, appelés castes en Afrique de l'Ouest, guerriers, prêtres, fonctionnaires, rois sacrés, appelés pharaons en égyptologie. Par sa culture matérielle, les plus vieux ustensiles et techniques de chasse, pêche, agriculture attestées en Égypte sont similaires à ceux connus dans les autres régions de l'Afrique, de même que les différentes coiffures et leur signification. Les cannes et sceptres royaux nécessaires. Les travaux d'Aboubakri Moussalam sont particulièrement décisifs pour ce champ de la recherche ouvert par Diop. L'ensemble des différents types d'arguments que les afrocentristes invoquent mobilisent diverses disciplines scientifiques et constituent d'après eux un faisceau de preuves, c'est-à-dire un système argumentaire global, ayant sa propre cohérence interne qu'il établit comme un paradigme épistémologique autonome. Toutefois, la préoccupation de Diop consiste moins à innover en matière d'historiographie de l'Afrique qu'à connaître profondément l'histoire de l'Afrique en vue d'en tirer les enseignements utiles pour agir efficacement sur son avenir. Il ne s'agit pas davantage de s'enorgueillir puérilement de quelques passés glorieux, mais de bien connaître d'où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va, de sa remarquable prospective politique dans les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire présence africaine. 1960, et son